Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier une autre approche, c'est la troisième dans ce module de théorie d'organisation, c'est l'approche empirique de l'organisation. Voilà. Il y a plusieurs théories qui sont affiliées à cette approche, notamment la théorie de la décentralisation coordonnée, la direction par objectif, la direction participative par objectif, il y a là où les théories de l'excellence. Voilà. Je vous recommande vivement de voir le manuel et essayer de lire de façon plus profonde et faire des résumés si c'est nécessaire pour comprendre un certain nombre d'aspects dans ces théories. En tout cas, dans ces séances, je suis en train d'essayer de vous expliquer les fondements de ces théories, leurs problématiques, qu'est-ce qu'on a essayé à chercher à démontrer, qu'est-ce qu'on a trouvé, quels résultats, quel enseignement, quels sont les apports de ces théories, quelles sont les critiques qu'on peut adresser à ces théories. Vous allez remarquer, j'ai appliqué la même démarche par rapport à toutes les théories. Et toutes les théories, on s'est intéressé à la biographie de leur auteur, quels sont les auteurs, pourquoi ils ont fait ces recherches, on s'est intéressé à leurs problématiques, on s'est intéressé au contenu de leurs théories, aux expériences qui ont accompagné certaines de ces théories, aux résultats et enseignements de ces expériences, aux apports de ces théories et aux critiques de ces théories. Et c'est la démarche qu'on a adoptée pour toutes les théories de l'approche classique. Donc, si jamais on vous pose une question sur une théorie, parmi les théories de l'organisation, toujours il faut penser à l'auteur, à ses recherches et à la problématique, ça veut dire à la situation qu'il a essayé d'élucider, au phénomène qu'il a essayé d'expliquer, ou d'observer, aux problèmes qu'il a essayé de résoudre, etc. Et par la suite, de s'intéresser au contenu, c'est-à-dire les principes de la théorie, et s'il y a eu des expériences qui ont été menées, et finalement les apports et les critiques adressés à la théorie. En fait, c'est toujours la même démarche. Ici, on va aller, je pense que vous avez compris cette démarche, et on va aller un tout petit peu plus rapidement par rapport à cette approche empirique de l'organisation. Voilà, donc, c'est une approche développée par des professionnels. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle approche empirique, empirique par opposition à théorique. Approche développée par des professionnels, des dirigeants d'entreprise, des managers, des consultants, etc. Et cette approche fait une synthèse, en fait. Une synthèse des deux premières approches, classiques et relations humaines. Ça veut dire qu'on a essayé de trouver les meilleurs principes de l'approche classique et les meilleurs principes de l'approche des relations humaines pour en faire une synthèse. Cette synthèse a donné naissance à une approche empirique. En fait, nombreux des chercheurs qu'on va traiter sont à la fois des praticiens, ce sont des dirigeants salariés, à la fois praticiens des affaires et théoriciens, et qui ont contribué à la construction d'un édifice d'organisation caractérisé par son empirisme et son pragmatisme. L'empirisme, pourquoi ? Car les auteurs de l'école néoclassique sont des dirigeants d'entreprise, comme je viens de dire, ils travaillent spécialistes en conseil, en management, dans des cabinets célèbres. Donc, conceptualisent des théories à partir de leur expérience. Ce ne sont pas des théories qui viennent de vide, mais elles viennent de l'expérience et de leur réflexion de terrain. Il y a le pragmatisme qui fait que ce sont des théories pragmatiques, car les théories relevant de cette approche cherchent à dégager des règles simples, toutes simples, efficaces, et des principes normatifs applicables à toutes les organisations. Ça veut dire qu'il y a des concepts simples que tout le monde peut comprendre au sein de l'entreprise. Et donc, c'est une approche qui lie à la fois empirisme
et pragmatisme. Et on s'éloigne le plus possible de ce qui est absurde, de ce qui est difficile à comprendre ou à mettre en pratique. On ne s'intéresse que ce qui est facile à mettre en pratique, ce qui est facile à comprendre par des gestionnaires, des managers, des dirigeants d'organisations. On commence par la première théorie de la décentralisation coordonnée. Vous l'avez bien compris, c'est une théorie qui s'intéresse à la décentralisation. Vous remarquez que l'approche classique était beaucoup plus, les théories de l'approche classique insistaient sur la centralisation de la prise de décision. Dans cette approche empirique, et surtout cette première théorie, on insiste sur la décentralisation. Et l'auteur, c'est Alfred Pritchard Sloan, un des dirigeants les plus célèbres du XXe siècle, dirigeant de General Motors pendant 33 ans, et puis président de cette firme. Et d'ailleurs, parmi les apports les plus notables de cet auteur, c'est lui qui a le premier à avoir instauré une structure divisionnelle au sein de General Motors, une structure par division, comme vous avez eu l'occasion déjà d'étudier en management 2 dans les structures d'entreprise. Il y a la structure divisionnelle, une structure par division. Le premier à l'avoir instauré au niveau de General Motors, c'est Alfred Pritchard Sloan, fondateur de cette théorie de la décentralisation coordonnée. Problématique. Quelle organisation adopter pour les grandes firmes? Lui, il était un dirigeant de grandes firmes. Et il a tenté plusieurs choses. Donc, il va, dans cette théorie, nous parler de ses expériences au niveau de General Motors. Donc, General Motors, une grande firme. Donc, quelle organisation adopter pour les grandes firmes? Quel est le rôle de la direction et celui de la gestion dans une organisation décentralisée? Quelle est la structure d'organisation la mieux adaptée à la décentralisation? Voilà rapidement quelques principes de la décentralisation. D'abord, comment on peut définir la décentralisation? En fait, il s'agit de la délégation de la responsabilité, de l'autorité, du pouvoir de façon générale, à des niveaux inférieurs. Un supérieur qui délègue une autorité, une responsabilité, qui délègue son pouvoir à un niveau inférieur. À des subalternes. Donc, le dirigeant délègue une responsabilité à un cadre intermédiaire. Il s'agit de la décentralisation. Un cadre intermédiaire peut déléguer une responsabilité à un cadre inférieur. Il s'agit de la délégation des cadres supérieurs vers les cadres intermédiaires, parfois des cadres intermédiaires vers les cadres inférieurs. Les principes sont les suivants. Lorsqu'on veut instaurer la décentralisation, il faut que les divisions soient autonomes et jugées d'après la rentabilité de capital investi. On ne parle plus de fonction, on parle beaucoup plus de division. Une division est chargée de réaliser un travail et de fabriquer un produit et de le vendre. Il doit être jugé sur ses performances. Donc, un contrôle basé sur les résultats, les performances. Et donc, les divisions doivent être autonomes. Établissement des mécanismes de contrôle et de coordination. La division est autonome, mais il doit travailler en harmonie avec le reste des divisions. Ça veut dire qu'il y a une stratégie globale édictée par la direction générale qui doit s'appliquer à toutes les divisions. Mais dans le cadre de cette politique générale et de cette stratégie globale de l'entreprise, les divisions sont libres, mais à condition de rester dans le cadre tracé par la politique générale et rester dans la ligne tracée par la stratégie de la firme. Et bien sûr, on ne peut pas décentraliser sans évaluer les performances. Donc, parce que, on a dit, les divisions sont autonomes et ils doivent être jugés d'après leur rentabilité et leur performance. Et la standardisation des méthodes de gestion. Il s'agit de mettre en place des centres de profit. Des centres de profit, c'est comme ce que j'ai expliqué. La division est chargée de réaliser un travail, de fabriquer un produit, de le vendre et de réaliser un profit. Donc, c'est un centre de profit. Ce n'est pas comme les fonctions classiques de l'entreprise. Une fonction qui ne vend pas un produit, c'est un centre de coût.
parce qu'il n'y a qu'une seule fonction de vente, la fonction commerciale, dans la conception classique. Dans cette conception, chaque division est une petite entreprise dans la grande entreprise. Elle est chargée de réaliser un travail et de vendre le produit qui résulte de ce travail, et donc de réaliser un profit. Et comme ça, on peut évaluer les performances de chaque division pour laisser les meilleurs et peut-être de se débarrasser ou améliorer le fonctionnement des divisions qui ne réalisent pas assez de profit. Voilà, donc quand même, il y a la décentralisation, et quand même, il faut centraliser un certain nombre de fonctions transversales, ça veut dire des fonctions qui doivent dépendre en principe de la direction générale, telles que la finance, système d'information, publicité, conception, etc. Et la direction générale ne doit pas s'occuper de l'exploitation. L'exploitation est entre les mains des cadres intermédiaires et des cadres inférieurs. Mais la direction générale, en tant que formée par des cadres supérieurs, ne doit s'occuper, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, que de politique générale, que de stratégie globale de l'entreprise. Et donc, une grande firme doit adopter une structure décentralisée par division, comme on a expliqué, ce qui a donné d'ailleurs naissance à cette structure divisionnelle appliquée pour la première fois par General Motors. Voilà un exemple de structure divisionnelle pour vous rappeler l'organisation d'entreprise que vous avez déjà étudiée en management 2. Les avantages de cette théorie, de cette décentralisation coordonnée. La décentralisation impulse délégation des responsabilités. Et lorsqu'on délègue des responsabilités, on crée des centres de profit, on motive les responsables et on crée une certaine concurrence positive entre les divisions pour réaliser plus de profit, plus de performance. Cela permet la prise d'initiative, flexibilité et réactivité. Parmi les inconvénients possibles, c'est la dilution de pouvoir, la perte de pouvoir. Ça veut dire que la direction générale perd un tout petit peu le pouvoir sur les divisions. Le fait de leur accorder une autonomie, cela éloigne la direction générale et ça peut créer parfois un certain nombre de problèmes, comme des problèmes de fraude ou de déviation par rapport à la politique générale ou par rapport à la stratégie de l'entreprise. Les divisions sont contrôlées sur leurs résultats, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance, lorsqu'on insiste que sur le profit, c'est comme si on incite les divisions à se concentrer, à se focaliser sur ce qui est mesurable, visible et auditable. Ça veut dire on s'intéresse à ce qui est chiffrable, le bénéfice. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent avoir un impact sur l'avenir de l'entreprise, tels que la satisfaction de la clientèle, tels que l'image de l'entreprise, qui n'est pas immédiatement mesurée, qui n'est pas immédiatement chiffrable. Mais parfois, un certain nombre de comportements des divisions peuvent nuire à l'image de l'entreprise, peuvent impliquer l'insatisfaction du client. Même si aujourd'hui, ces divisions réalisent un bénéfice important, mais faute d'un certain nombre de comportements, de décisions prises, cela peut nuire, par exemple, à l'image de l'entreprise. Ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas mesurable aujourd'hui, mais cela va avoir un impact peut-être au futur. Il y a la préférence pour le court terme. On insiste sur les résultats, ça veut dire on n'insiste que sur le court terme. Une deuxième théorie dans le cadre de cette approche empirique, c'est la théorie de la direction par objectif de Peter Ferdinand Drucker. Voilà, un journaliste financier, donc c'est pas un professeur, ce n'est pas un enseignant-chercheur, mais il a commencé sa carrière comme journaliste financier et va devenir par la suite consultant en management, notamment auprès de la General Motors. Vous voyez les grandes firmes et leurs relations avec les théories d'organisation. Et ils ont permis indirectement de développer cette discipline de théorie d'organisation parce qu'il y a des dirigeants, des consultants qui, en travaillant en fondant, en étant dirigeants, managers dans ces entreprises, ont formulé des idées, ont développé des expériences et que ces expériences se sont traduites par des théories, ont donné naissance à des recherches qui allaient donner naissance à plusieurs théories d'organisation. Et c'est un universitaire et professeur, voilà, dans une université américaine.
L'idée principale, c'est que la réussite de l'entreprise dépend du management de l'organisation et que diriger ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais à fixer les objectifs. C'est le management par objectif ou la direction par objectif. Donc la recherche de profit ne doit pas être l'objectif premier de l'entreprise, c'est clair. Dans les approches modernes, il y a d'autres objectifs tels que la survie, tels que d'abord dominer le marché, la puissance, et le profit va suivre. Mais on ne cherche pas que le profit, et rien que le profit. Le profit ne garantit pas la survie de l'entreprise. Mais en cherchant d'abord la survie, la puissance, la domination, le profit va venir par la suite. L'organisation est un moyen et non un objectif. Voilà. Donc les préoccupations de management moderne, d'après cet auteur, c'est d'abord c'est fixer des objectifs clairs et motivants. À part ce qui est structure, division de travail, mais on ne dirige pas par des ordres, et rien que des ordres, mais on dirige en fixant des objectifs clairs et motivants. Les cadres supérieurs fixent les objectifs clairs, une stratégie et des objectifs clairs pour les cadres intermédiaires. Les cadres intermédiaires transforment ces objectifs en objectifs tactiques et opérationnels pour les cadres inférieurs. Les cadres inférieurs transforment les objectifs tactiques en programmes d'action applicables par les salariés. Donc, le management moderne est basé sur cette hiérarchie des objectifs, sur le fait de diriger par les objectifs et contrôler le degré de réalisation des objectifs. Voilà, donc les objectifs doivent d'abord découler de la mission de l'organisation et doivent représenter sa stratégie. Être opérationnel, motivant, mobilisateur et réalisable. Il ne s'agit pas de fixer des objectifs impossibles, mais de fixer des objectifs qu'un salarié ou que des salariés peuvent réaliser. Être dans les fonctions clés de l'organisation. Bien. Les principes, il y a un certain nombre de principes de la DPO, cette théorie de la direction par objectif qu'on appelle couramment DPO. Il y a 10 principes que vous pouvez consulter au niveau du manuel. Je vous cite quelques-uns de ces principes. C'est que voilà, permettre la répartition de travail, être à l'origine de l'affectation des moyens, servir de référence pour le contrôle des services et les employés. Voilà, donc il y a les décommandements de l'organisateur d'après cette théorie. Et d'après donc l'auteur Drucker, il y a des commandements qu'un organisateur ou qu'un gestionnaire ou qu'un manager doit appliquer. D'abord, savoir que l'organisation est un moyen pour atteindre des objectifs et qu'il faut identifier la fonction primordiale selon l'activité de l'entreprise. L'affectation de pouvoir de décision, il s'agit de préciser les types de relations entre les différentes directions et la détermination de la forme de structure à adopter, etc. La suite de ces 10 commandements édictés par Drucker se trouve au niveau du manuel entre la page 158 et la page 160. Une autre théorie, peut-être la dernière qu'on va étudier au niveau de cette approche, l'approche empirique, on vous a donné une idée sur cette approche empirique basée sur l'empirisme, le pragmatisme. On a d'abord commencé par la théorie de la décentralisation coordonnée de Sloan, par la suite la théorie de la direction par objectif de Drucker, et maintenant la théorie de la direction participative par objectif. Donc la différence par rapport à la théorie précédente, c'est la participation des salariés dans l'élaboration de leurs objectifs. Dans la théorie précédente, c'est la direction qui précise l'objectif. Dans cette théorie, il doit y avoir une participation des salariés dans l'élaboration de leurs objectifs. Donc une coordination, une collaboration entre la direction générale et les salariés dans l'élaboration de leurs objectifs. Et c'est Octave Guilligné, un ingénieur français qui va développer cette théorie. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est avec l'équipe de la Ségos, cabinet de consulting, voilà, et de conseil aux entreprises et de formation. Cabinet célèbre qui existe jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc les principaux ouvrages, vous les voyez devant vous. La problématique qui nous intéresse, quels sont les principes d'une organisation et d'une direction moderne? On est dans la même problématique. Ces théories de l'approche empirique tournent autour de management moderne, basé sur l'empirisme, le pragmatisme. Voilà, la DPPO, la direction participative par objectif, repose sur 3 piliers. C'est d'abord la formalisation des objectifs pour chaque niveau organisationnel. Le niveau de l'entreprise dans son ensemble, le niveau des divisions, le niveau des fonctions, le niveau des services et des sections. Ça veut dire, il s'agit de préciser les objectifs de l'entreprise. L'entreprise se compose d'un certain nombre de divisions, les objectifs de chaque division. Et au sein des divisions, il y a des fonctions, les objectifs de chaque fonction. Et au sein des fonctions, il y a des services et des sections. Donc, les objectifs par service et par section. Les sections sont les sections de travail, les équipes de travail. On revient donc à cette notion de hiérarchie des objectifs. Donc, il doit y avoir une cohérence dans le contenu de théorie. Il parle de la cohérence entre objectifs, structure organisationnelle. Donc, la DPPO nécessite de remodeler la structure de l'entreprise afin de faire de chacune de ces entités un centre de responsabilité à part entière. Et vous voyez donc ici la complémentarité avec la DPO et avec la théorie de la décentralisation coordonnée. Et tout manager se voit confier la responsabilité d'une performance. Tout manager doit être autorisé à prendre toute décision à un impact sur les responsabilités confiées pour donc plus de réactivité, permettre à l'entreprise de réagir face à un environnement qui devient de plus en plus agité. Des procédures participatives, ça veut dire qu'il doit y avoir une participation dans l'élaboration des objectifs de chaque niveau. Chaque niveau concerné par un objectif doit participer à l'élaboration de ces objectifs. Donc il s'agit de la négociation par les intéressés eux-mêmes des objectifs à réaliser. Donc dans ce type de management et d'organisation, le rôle de la direction dans la DPO, c'est d'abord définir la politique générale, on a déjà dit, définition de la structure des responsabilités, et 3 principes sont donc à prendre en considération. La structure doit être légère, la plus légère possible, réduire les niveaux hiérarchiques, minimiser le volume des communications, mettre en place des organes pourvus d'objectifs mesurables. Finalement, les avantages, c'est le respect de l'unicité de commandement et de la spécialisation des tâches, mobilisation de tout le personnel pour atteindre les objectifs tracés, et finalement, les inconvénients, c'est parfois on néglige l'aspect social du personnel sous le prétexte de la réalisation des objectifs. Donc l'objectif qui prime sur le côté social, et cela pose parfois un certain nombre de problèmes. Et finalement, risque de conflit entre les responsables qui se partagent les mêmes ressources et qui cherchent des objectifs distincts. Enfin, je vous dis merci pour l'attention.